C'est évident. Vous savez, le manque de confiance et le fait que les États-Unis sont en essence devenus une nation hors la loi. Si je demande à quelqu'un, si je vous demande maintenant de définir ce qu'est une nation hors la loi, ce serait un pays qui sape les institutions internationales existantes, désobéit au droit international, fait preuve d'agressivité en déclenchant des guerres et revendique des terres qui ne lui appartiennent pas. Très bien, cela décrirait les États-Unis. Nous avons rompu des traités, que ce soit l'accord de Paris sur le climat ou Kyoto. Et cela remonte à longtemps. On peut toujours pointer du doigt Donald Trump. Mais Donald Trump, au final, n'est qu'un symptôme. Il est le symptôme de la douleur américaine. Le peuple américain a été trompé pendant une si longue période. Et ce problème, c'est qu'en 1971, 61% des Américains faisaient partie de la classe moyenne. L'an dernier, une étude basée sur le revenu médian a montré que ce chiffre était tombé à 40%. C'est pour cela que l'Amérique est mécontente. Elle a perdu. Un tiers des Américains ont changé de catégorie. Quelques-uns sont montés, mais la grande majorité a glissé vers le bas. Voilà l'histoire de l'Amérique. Donc quand on commence à parler d'obligations, il faut d'abord parler de la pyramide. La pyramide, ce sont les gens, ceux qui travaillent, qui paient des impôts, qui sont le cœur battant de l'Amérique. Ils souffrent. Il y a un petit groupe, le fameux 1% du sommet, qui s'en sort très bien et s'enrichit chaque jour davantage. En fait, ce chaos les a rendus de plus en plus riches. Et avec Donald Trump qui tweet le bon moment pour acheter, ils s'en sont encore mieux sortis. Donc ce n'est pas eux qui souffrent, mais l'Amérique. Cela sape l'Amérique en tant qu'institution, en tant qu'économie, surtout quand on commence à parler de confiance. Personne ne fait confiance à son gouvernement. Ensuite, à l'étranger, les gens, comme je l'ai dit plus tôt, un État voyou, comment cela se manifeste-t-il? Ils disent, nous ne pouvons pas faire confiance aux États-Unis, ce n'est pas un partenaire fiable. Ce n'est pas un pays qui croit en un ordre international ou en l'état de droit. Ou s'il croit en un ordre international, c'est la loi de la jungle, où le plus fort impose sa volonté. Et cela passe très mal dans de nombreux pays, évidemment. Parlons donc des obligations. Pourquoi j'y reviens? Parce que lorsqu'il y a des divisions et des conflits internes, il est difficile d'être fort à l'étranger. Et à l'étranger, les choses tournent contre les États-Unis. La montagne de la dette, 36,2 000 milliards de dollars, et elle continue de croître. On s'attend à ce qu'elle atteigne 38 000 milliards d'ici la fin de l'année. Et cela, c'est avant le projet de loi actuel qui est en attente devant le Congrès et qui réduirait les impôts, principalement pour les plus riches, de 4 000 milliards de dollars supplémentaires sur une certaine période. Ce qui sera une fois de plus ajouté où? À la montagne de la dette. Donc, en ce moment, les dirigeants à Washington refusent de s'attaquer à l'énorme éléphant qui se tient derrière eux chaque jour, en ce qui concerne ces dettes, et ils continuent de l'alimenter. Non seulement ils y ajoutent pour des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre, ils le font aussi parce qu'ils ne gagnaient pas assez. C'est comme accueillir 4 enfants et dépenser pour 6. Combien de temps ça peut-il durer? En réalité, cela dure depuis toutes ces années, à l'exception de quelques-unes sous l'administration Clinton. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un ordre de grandeur qui n'a jamais existé, sauf en temps de guerre. Ainsi, on se retrouve dans une situation où nous ne sommes pas en guerre, mais où nous dépensons autant d'argent en termes de dettes supplémentaires. Et bien sûr, les gens commencent à s'inquiéter de ce tas de dettes. Environ la moitié de cette dette devra être renouvelée dans les prochaines années. La question est de savoir à quel taux cela se fera. Plus tôt, Donald Trump est devenu très nerveux lorsqu'il a commencé à comprendre que les gens prenaient en compte le fait qu'il déprimait l'économie, qu'il augmentait la dette et qu'il s'inquiétait de la capacité des États-Unis à gérer cela. Les banques centrales se sont retirées du dollar.
Donc, il y a de gros fonds. Les particuliers sont entrés parce que les taux étaient plus élevés. Mais s'ils pensent que les taux vont encore augmenter plus tard, ils vont se retirer maintenant. Ils n'ont pas le choix. Si je ne me retire pas maintenant et que je possède des obligations, alors que les taux augmentent, la valeur de mes obligations chute fortement. On pourrait donc assister à une ruée sur les obligations qui ferait grimper les taux de plus en plus haut. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où les États-Unis verseraient 3 à 4 000 milliards de dollars rien que pour la dette, pas pour rembourser la dette, juste pour en payer les intérêts. Donc, quand les gens commencent à réfléchir à cela, ça les rend nerveux. Et bien sûr, ils commencent à intégrer cette nervosité dans leurs calculs. Si les choses doivent mal tourner, je veux en tirer profit. Je dois justifier mon risque. Les États-Unis, qui étaient autrefois considérés comme le marché sans risque, pour des choses comme les bons du Trésor et l'Embrock, et les réajustements à 7 jours. Je le sais, j'étais banquier d'investissement, je traitais des obligations, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, même pour la ville de Milwaukee. Non, je veux dire, les obligations sont censées être sûres. Ennuyeux. Ce n'est pas un domaine où l'on observe généralement de grandes fluctuations. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Donc Donald Trump est nerveux, le monde est nerveux, la confiance a disparu, la question est comment la rétablir. C'est précisément pour cela que la Chine va promouvoir ce genre d'idée d'une phase 2. Et vous avez entendu Donald Trump, je ne sais pas si vous l'avez regardé, ce n'est pas le même homme que celui que l'on voit en campagne électorale. Beaucoup plus réservé, abattu, un peu confus. Il n'a cessé de parler de réunification avec la Chine. Je ne me souviens pas que la Chine et les États-Unis aient jamais été unis, mais il parle de réunification. Peut-être pense-t-il à la Corée du Nord, mais ce serait inquiétant si c'est le cas. Le voilà donc un homme vaincu qui continue à parler de ces choses. Mais pendant cette période, il a commencé à évoquer la phase 1. Et vous savez, la Chine doit acheter plus chez nous. Pourquoi en parler, n'est-ce pas, à moins que ce ne soit quelque chose qui soit sur la table? Et comme je l'ai dit, la Chine pense que pour garder Trump sur le droit chemin, il doit y avoir quelque chose à gagner. Il est transactionnel. S'il sait, jour après jour, que s'il revient sur cet accord, il se retrouvera en essence face au même problème qu'avant l'accord. Et il considère ça comme intenable. Donc il respectera le programme. Or ce programme n'a pas seulement pour but d'aider la Chine. Cela vise également à aider le monde, car la Chine se rend compte qu'elle est complètement intégrée. Il croit en un monde coopératif. Ce n'est pas un monde idéologiquement unifié, il est simplement coopératif sur le plan commercial. Donald Trump, lui, croit en un monde extractif. Les États-Unis prennent ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, pour résoudre leurs problèmes internes. Et ces deux visions sont clairement exposées. Les États-Unis ne gagnent pas cette bataille d'image. La Chine a encore des problèmes à régler, mais pour l'instant, les États-Unis et Donald Trump donnent à la Chine l'image du bon élève, du pays en qui l'on peut avoir confiance, contrairement aux États-Unis.